Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Alors Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, petite modification, vous l'avez constaté en salle de trading dailyfx.fr, en salle de webinaire. Désormais lorsqu'une émission passe en direct, un gros bouton rouge apparaît Watch Live, il faut cliquer dessus et vous arrivez ensuite dans la salle live stream. Donc il faut cliquer sur Watch Live. Et ensuite vous allez basculer donc sur le direct. Alors on va modifier, hein, c'est provisoire ce système là, mais n'hésitez pas là à actualiser la page et à cliquer sur Watch Live jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Et sur Watch Live. Voilà. Voilà, donc j'ai donné les instructions dans la salle de trading. Alors, bienvenue, hein, nous sommes le lundi 3 août 2015, première session de marché du mois d'août. C'est le moment d'ailleurs de faire le point sur les graphiques de long terme. Alors, un graphique de long terme, c'est lorsque vous allez étudier des représentations graphiques en données hebdomadaires ou en données mensuelles. Et donc, moi ce que je vous invite à faire, c'est un tour d'horizon de vos graphiques en données mensuelles. Il y a des petits soucis, donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est F5 sur la page, puis Watch Live, le bouton rouge, et vous allez pouvoir assister au direct. Bon, on va rebasculer prochainement sur un système normal, mais bon, en tout cas, moi je vais revenir sur ce qui nous attend cette semaine. Vous le savez, elle se termine comme chaque premier vendredi du mois par le rapport NFP aux États-Unis. Moi j'ai été marqué la semaine dernière par ce qui s'est passé sur l'euro-dollar. Je vais tenter de vous en proposer un bref résumé. La semaine dernière, il y avait tous les fondamentaux pour que l'euro-dollar franchisse une résistance. Alors là, vous retrouvez sur l'euro-dollar cette fameuse oblique de tendance baissière en place depuis juillet 2014, qui couvre fortement les cours, notamment tout au long de l'été. On avait eu d'ailleurs le 18 juin dernier, au lendemain d'une décision de la Réserve fédérale, un chandelier japonais ici aux implications baissières. Et puis donc nous avons à nouveau vendredi dernier, vendredi 31 juillet. D'ailleurs vous avez sur YouTube DailyFX France et sur notre site le replay de la conférence de vendredi dernier. Donc je vous montre simplement où ça se trouve. Si vous souhaitez retrouver tous les enregistrements de la conférence en ligne DailyFX FXM du vendredi 31 juillet, vous avez ici donc cet article et là vous avez donc le lien qui vous dirige donc vers le replay de la conférence en ligne du vendredi 31 juillet. Donc la semaine dernière, pour en faire la synthèse, concrètement, un certain nombre de statistiques américaines ont manqué le consensus. La première estimation de l'évolution des prix au sein de la zone euro au mois de juillet a dépassé le consensus, 1% contre 0,8 attendu. Il y avait donc des bonnes raisons fondamentales de voir le dollar baisser un peu. La conférence de la Réserve fédérale mercredi dernier a confirmé plus ou moins les éléments qui avaient été rendus publics en juin. Le niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre, quoique solide, a manqué le consensus. Le rythme de croissance des salaires aux États-Unis, publié vendredi dernier, est sur un plus bas, ce qui a surpris le marché, et pourtant le dollar tient son support. Le dollar ne baisse pas. Alors, les anticipations vis-à-vis de la Réserve fédérale ont été ajustées ensuite à toutes les statistiques de la semaine dernière. Eh bien, même si la probabilité de voir la Fed relever ses taux en septembre, selon les contrats futurs négociés à Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, a été ramenée de 48% à 40%, elle reste malgré tout solide, cette probabilité. Ce qui compte pour la Fed, au-delà des perspectives d'inflation, c'est bien sûr l'évolution du marché du travail aux États-Unis. Et cette semaine, c'est le point d'orgue, puisqu'on attend cette statistique vendredi 7 août. Alors, la semaine, moi j'ai un adage aussi en bourse, lorsqu'un marché a des éléments fondamentaux qui devraient l'amener à baisser et ne baisse pas, c'est tout simplement qu'il ne veut pas baisser. Alors, je vais commencer le morning meeting par justement une analyse graphique du dollar américain. Et vous constatez que la semaine dernière, on va dire que le cadre macroéconomique mitigé a maintenu le dollar US dans un range.
mais dans un range après une phase haussière, qui avait démarré d'ailleurs au lendemain du 17 juin. Dernière réunion de la Réserve fédérale. Le scénario principal au mois d'août reste de voir le dollar américain revenir en direction de ses sommets annuels, à savoir le niveau des 12 150 points sur le Dow Jones FXCM Dollar Index. Alors la Fed, septembre, octobre ou décembre, ce qui est certain c'est que les contrats futurs ont diminué cette probabilité. Cette semaine, il y a un certain nombre de statistiques que moi je vais surveiller. Ce lundi 3 août, les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis. L'indice ISM manufacturier au mois de juillet aux États-Unis. Là, bien sûr, c'est important, à 16 heures. Donc, on va suivre ces statistiques, mais en dépit, je dirais, d'une croissance des salaires qui a déchu aux États-Unis vendredi, malgré tout, le taux de croissance des salaires en rythme annuel reste au-dessus des 2%. Alors, il y a toujours finalement ce scénario de voir la Fed agir. En cas, le dollar américain ne baisse pas. Quant à l'euro, il reste sous pression, essentiellement dû au fait que les rendements obligataires au sein de la zone euro restent très bas. En dépit des nouvelles perspectives de croissance économique au sein de la zone euro, le marché continue d'anticiper des taux très bas, essentiellement parce que la Banque Centrale Européenne, elle, a bien l'intention d'aller au bout de son programme d'achat de titres de dette. Je vous avais sous les yeux un graphique du Bund, le prix du Bund. Deux choses marquantes, le rendement allemand reste bas, et surtout les spreads avec les pays dits périphériques se resserrent, et se sont resserrés encore en fin de semaine dernière. Ça fait partie des éléments qui exercent une pression à la baisse sur l'euro. Le dollar avait des bonnes raisons la semaine dernière éventuellement de baisser à court terme. Ce n'a pas été le cas. Il se maintient dans un range et pourrait en sortir par le haut grâce à un solide rapport NFP. Alors ce rapport NFP, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Vous avez sur notre forum le nouveau concours NFP qui consiste à partager entre vous votre anticipation pour les créations d'emplois aux États-Unis au mois de juillet. Le consensus reporté par Bloomberg. Alors le principe d'un consensus, c'est qu'une institution médiatique comme Bloomberg ou Reuters sonde des spécialistes du marché du travail aux États-Unis et vous en propose une moyenne, une médiane, un point haut, un point bas. C'est comme ça que Bloomberg reporte les estimations. Il y a 4 chiffres, la moyenne, la médiane, l'estimation basse et l'estimation haute. Les 225 000 créations d'emplois ici qui sont reportées sur le calendrier économique d'LIFX, c'est la moyenne des anticipations. Et elle s'établit à 225 000 créations d'emplois avec un taux de chômage attendu stable aux États-Unis à 5,3% de la population active. Nous sommes pour le moment, si l'on en croit les toutes dernières projections économiques de la Réserve fédérale, dans les cordes de ce qu'anticipe la Réserve fédérale quant à l'amélioration du marché du travail aux États-Unis. Donc, selon moi, le graphique avec lequel il faut commencer la semaine, c'est bien celui de l'US Dollar Index. L'US Dollar Index, qui établit donc une jambe de hausse et qui se situe depuis le 20 juillet dans un range. Et moi, je reste pour l'instant sur cette belle séance de vendredi dernier avec presque un marteau, une mèche basse en tout cas. Alors, je vous propose maintenant un tour d'horizon des paires majeures. À commencer forcément par le taux de change euro-dollar. Qui dit mèche basse sur l'US Dollar Index, on a retrouvé cette ombre haute importante en amplitude sur le taux euro-dollar en données journalières, avec une séance du vendredi 31 juillet qui, du point de vue des conséquences, devrait reproduire ce qui s'était passé le 18 juin ou encore le 13 juillet, à savoir, tant que l'euro-dollar reste couvert ici par cette oblique technique, le scénario principal reste un repli en direction des 1,0820 $. Alors, viser 1,0820 $, c'est quelque chose que l'on pourrait anticiper pour la semaine, en tout cas d'ici vendredi prochain, au gré bien sûr des statistiques américaines, mais surtout en fonction donc du rapport NFP qui sera publié vendredi prochain. Donc cette semaine, elle est très importante pour le dollar américain. Elle l'est aussi pour la livre sterling. Alors vous avez sur notre site
un article qui met en perspective justement pourquoi cette semaine est décisive pour la livre sterling, et notamment pour les taux GBP-USD et Euro-GBP. La Banque d'Angleterre prend une décision de politique monétaire cette semaine, elle ne devrait pas agir. Par contre, on se souvient, ou en tout cas le marché a bien en tête, la dernière conférence de presse de Mac Carney qui dirige la Banque d'Angleterre début juillet, rappelant que la perspective de voir une hausse des taux, c'est certain. La seule chose qui est en question, c'est le rythme. Mais la décision de relever les taux, elle semble déjà acquise. Ce qui a permis d'ailleurs à la livre sterling de rester globalement forte. Et c'est ce que vous avez pu constater notamment à travers la baisse de l'euro GBP. J'en viens donc justement à l'analyse technique de l'euro GBP, qui est resté bien couvert par cette oblique chartiste. Donc 1 point, 2 points. Dès lors que 2 points techniques permettent de tracer une oblique, eh bien, le troisième test peut être utilisé avec une probabilité forte que cette oblique relance la tendance de fond, à savoir baissière. On a eu un rejet, une reprise vendredi, mais de courte durée permise par les bons chiffres de l'inflation au sein de la zone euro, et le taux est retombé immédiatement. Le scénario principal sur l'euro GBP reste de revenir en direction des 0,6930. Donc cette semaine, lorsque je regarde l'euro dollar et l'euro GBP, j'ai le sentiment que ces taux pourraient baisser davantage. Alors le dollar américain lui reste très solide, notamment le taux USD CAD, dont vous parlez énormément, en mettant notamment en évidence les données de notre Speculative Sentiment Index, le SSI, avec, malgré l'appréciation de ce taux de change, une baisse continue du pourcentage d'acheteurs, ou au contraire une augmentation continue du pourcentage de vendeurs, ouvrant, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, davantage de perspectives haussières. La cassure mensuelle du niveau des 1,30 permet de viser tout simplement 1,35 sur le taux USD CAD. La tendance est parfaitement haussière. Vous avez ici les bougies japonaises en données journalières. Nous avons attiré votre attention sur le signal d'achat initial du 18 mai, le signal de confirmation du 30 juin, lorsque le taux a brisé cette oblique de résistance, et puis depuis l'évolution du taux USDK dans un beau canal de hausse. L'idée, lorsque l'on utilise une oblique, c'est d'avoir une conviction forte au premier test. 2 points permettent de tracer l'oblique, mais jusqu'ici il n'y avait pas de test. 1 point, 2 points, on peut tracer l'oblique chartiste. Le troisième point constitue en réalité le premier test. Eh bien, il a bien fonctionné le premier test avec un chandelier japonais en marteau. Alors si vous vous intéressez aux configurations en chandelier japonais, je vous invite à revisualiser le replay de notre conférence du vendredi 31 juillet, puisque à mi-parcours de la conférence, il y a eu un point de marché, un webinaire d'1 heure, justement sur les structures en chandelier japonais. En tout cas, le scénario principal cette semaine pour le taux USD CAD, c'est de le revoir en direction ici du haut de canal, aux alentours des 1,3250. Il y a bien sûr à la fois la force du dollar américain, alors le dollar américain qui reste bien orienté, avec notamment donc, cette analyse technique que je peux vous proposer sur l'US dollar index, mais surtout un dollar canadien qui reste sous pression, essentiellement à cause de la baisse du prix du pétrole, que nous suivons au plus près avec l'analyse technique, notamment depuis la cassure des 54 $. Rappelez-vous, la cassure des 54 $ qui m'ont amené à défendre une baisse du prix du pétrole en direction des 47 $, qui était ici un niveau d'extension de Fibonacci, 0,618 d'extension de cette première jambe de baisse au point haut de la conso latérale. Et donc, je confirme, toujours visé sur le prix du pétrole, une baisse en direction des 44 $, les plus bas annuels, portée essentiellement par les nouvelles perspectives de l'offre. Alors, de production, il n'y a bien sûr pas que l'Iran, même si c'est un peu l'événement dont tout le monde parle depuis l'accord sur le nucléaire, mais il y a aussi, aux États-Unis, on sait, l'augmentation significative du nombre de puits en activité, entre autres. Bref, des perspectives de l'offre qui dépassent celles de la demande, et donc qui créent mécaniquement la baisse du prix. D'un point de vue technique, le marché est en train de basculer sous ses récents plus bas. Bon, la dynamique de baisse se poursuit ici sur le prix du pétrole. La baisse du prix du pétrole, mais de manière générale des matières premières, un environnement d'ensemble qui est lié à tout un tas d'éléments, notamment à la réduction des perspectives de consommation en provenance de Chine, premier importateur mondial de matières premières. Ça exerce là une pression négative
sur les devises dites de matières premières, et entre autres le dollar canadien, mais pas seulement. Donc il y a encore une fois toutes les bonnes raisons fondamentales pour envisager de croire aux signaux techniques que donne le taux USD CAD. Et donc la cible cette semaine, 1,3250, le haut de canal, et probablement la poursuite de l'évolution dans cette figure chartiste qui est bien construite, ici sur le taux USD CAD. Alors maintenant, qu'en est-il du taux de change USD Yen? On a une analyse technique qui cette fois-ci est à rapprocher du positionnement des investisseurs vis-à-vis du risque. Alors je raisonne ici à la fois face au dollar américain qui est haussier, on le sait, mais qui fait une pause, mais qui ne baisse pas. Le taux USD Yen s'est repris fortement entre le 9 juillet et le 21 juillet, essentiellement parce que le yen a été vendu. C'est souvent ce qui se passe sur les devises de financement lorsqu'il y a une période d'attrait pour le risque. Le marché a ensuite retracé 38,2%, ça c'est une proportion technique qui est surveillée, surtout lorsqu'on a une forte impulsion haussière. Depuis, on s'établit dans un range entre 123 et 124,45. Le scénario principal cette semaine sur le taux USD Yen, c'est de le revoir progresser en direction des 125 yens et de déborder donc la résistance des 124,40. Je verrai plus tard donc pour des graphiques en données journalières. Bon, le taux AUD-USD c'est le même topo, sous pression, devise de matières premières, dynamique baissière, assez propre. On marque le pas à court terme au-dessus des 0,7270 parce que c'est un niveau de prix historique, donc avec une base historique. Mais le marché fait une phase de transition latérale dans une tendance baissière, donc c'est plutôt ce qui invite à penser que à terme la baisse pourrait reprendre. Alors, formation d'un doji journalier lors de la séance ici du vendredi 31 juillet. Un doji, le nom du doji m'échappe, un doji en croix. Un doji en croix, je crois que c'est ça le nom. Bref, montre l'hésitation du marché sur ce niveau horizontal, mais c'est simplement la traduction d'une phase de range dans le sens de la tendance, qui est susceptible de durer sur le plan technique jusqu'à ce que les cours rejoignent cette oblique et que le marché subisse une nouvelle jambe de baisse. Donc moi, ce qui continue de m'intéresser, et on le voit aussi très bien sur le taux NZD-USD avec une étoile filante en date du 29 juillet sous la partie haute de ce canal de baisse, invitant là aussi la tendance de fond à reprendre. Et donc c'est ce qu'il se passe pour l'instant sur le taux NZD-USD, qui en données journalières reste précisément ici donc dans son canal de baisse chartiste. Donc la dynamique fondamentale, elle est la suivante. Le dollar américain qui établit un range depuis 10 jours mais qui n'a pas baissé la semaine dernière en dépit de ces statistiques qui ont manqué le consensus, avec même si elle a baissé, la probabilité de voir la Fed agir en septembre reste toujours à 40%, bon elle était de 48%, mais malgré tout le dollar ne baisse pas et généralement lorsqu'il baisse violemment vers un premier niveau de support, il est rapidement acheté. Alors, ce que j'entrevois de manière générale sur les matières premières, et ce qui explique en grande partie pourquoi le CAD, l'AUD, le NZD sont sous pression, on le voit sur le prix de l'énergie, le prix du pétrole, mais sur l'once d'or. Alors, à partir du mois de septembre, la salle de trading d'EliFX, la salle de webinaire, verra une nouvelle programmation, beaucoup plus spécifique sur les actifs, que vous puissiez bien séparer les diverses émissions. Elles seront plus courtes mais plus focalisées sur des actifs. Et il y aura notamment donc le lancement du Commodity Report. Bon, rapport sur les matières premières qui durera 15 minutes. On vous proposera un panorama technique du cuivre, des contrats de pétrole, de l'or, de l'argent. Ça viendra. En attendant, on continue de temps en temps de vous en proposer le suivi dans les émissions habituelles. Moi, je surveille énormément la phase de consolidation latérale de l'once d'or. Vous avez ici un graphique qui juxtapose les chandeliers japonais en données journalières de l'or et ici du dollar. Jambe de baisse ici, jambe de hausse ici. Phase de transition latérale. On est désormais donc dans un range sur ces deux marchés. Et le scénario principal reste de voir le dollar en sortir par le haut et l'once d'or par le bas, ce qui pourrait être permis cette semaine par un bon rapport NFP. Alors n'oubliez pas qu'avant le rapport NFP, mercredi 5 août, on aura les chiffres de l'ADP.
qui couvrent 17% de la population active aux États-Unis et qui sont souvent considérés comme précurseurs. Moi, ce qui me plaît sur l'once d'or, c'est qu'on a une structure en fanion, ici en données journalières, typique d'une phase de pause après une jambe de baisse. Donc, l'idée, c'est d'en sortir dans le sens de la tendance pour tomber au mois d'août en direction des 1044 $. Alors, les indices boursiers de la zone euro, reprise technique lente, progressive, insidieuse pour certains. Pourquoi? Parce que on a le sentiment qu'elle pourrait être traître. Et pourtant, le CAC vient d'enchaîner 1, 2, 3, 4 et pourrait enchaîner sa 5e séance consécutive de hausse. Donc depuis le point bas établi mardi dernier, l'indice parisien a repris presque 200 points, se reprend donc et poursuit cette dynamique. Bon, le chandelier, les derniers chandeliers journaliers n'indiquent pas grand chose, mais malgré tout qu'au fond, on repart en avant. Une jambe de hausse principale entre le 9 juillet et le 20 juillet, on a retracé 50% et ça relance. Bon. Le scénario principal reste de revenir chercher ici les récents plus hauts au mois d'août, bien sûr. Alors la façon dont le marché va y aller, on va étudier pour ça quelques graphiques intraday. Moi, ce qui m'intéresse lorsque j'étudie à nouveau le DAX en données journalières, c'était non pas les prix, parce que là aussi la reprise, elle est très progressive. Hein. On a pris 350 points, mais dans un espèce de canal à faible pente. Dès que le marché accélère, il retombe tout de suite, mais il est repayé tout de suite. Et donc on monte, mais c'est jamais évident. C'est loin d'être aussi vertical de ce qu'on avait eu entre le 9 juillet et le 20 juillet, mais il ne faut pas non plus s'attendre en permanence à des mouvements verticaux. Et donc sur le RSI du DAX en données journalières, on a toujours ici ce canal de reprise qui moi m'intéresse. On retrouve le même type d'approche ici sur l'Eurostoxx 50 en données journalières. Alors, donc toujours sur les matières premières, le cuivre. Le cuivre, je pense, permet de faire une bonne synthèse du positionnement général vis-à-vis des matières premières. Pourquoi? Parce que c'est le métal industriel par excellence. Le métal industriel que consomme le plus la Chine. Lorsque de concert le prix du pétrole et le prix du cuivre reculent, c'est bien que le marché se projette sur un nouveau rapport entre les perspectives de l'offre et de la demande. Alors on sait que pour le pétrole c'est essentiellement l'offre, mais la demande joue aussi. Le cuivre, les fondamentaux de la production de cuivre, ils n'ont pas été modifiés. Donc le fait que le cuivre baisse montre bien que le marché réajuste assez fortement ses anticipations de consommation de cuivre en provenance des pays émergents, et pas seulement le pétrole. Donc il y a un mouvement général de baisse ici des matières premières qui invite à toujours défendre la baisse des devises liées à ces matières premières sur le marché d'échange flottant. Bon, mais vous les connaissez, l'AUD, le CAD notamment, avec cette clôture mensuelle du CAD qui est sans appel, et qui je pense est davantage un signal de baisse pour le CAD, plus que de hausse pour l'USD, qui bon pourtant conserve ici une dynamique positive. Alors la baisse de l'euro, elle est aussi due bien sûr au fait que les rendements obligataires au sein de la zone euro restent sous pression. Le Bund avait donné ici un signal d'achat, hein, en débordant le niveau des 153,40. Bon, le scénario principal sur le Bund reste de revenir ici en direction des 155,70, 156. Cette résistance ici donc qui avait été brisée. Donc ça appelle aussi à une baisse de l'euro-dollar. Parce que lorsque le prix du Bund augmente, cela sous-tend une baisse des rendements obligataires, moins de rémunération pour une monnaie, moins de capitaux qui se dirigent vers cette monnaie. Bon, c'est globalement comme ça que le marché raisonne. Alors pour les graphiques en données journalières, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler ce matin. J'essaye de vous proposer un panorama complet. Cette semaine, vous l'avez compris, c'est important. On va beaucoup parler de la livre sterling, du dollar US, le GBP, le GBP USD. Vous avez déjà sur notre site un article. Pour le fonctionnement de la salle de trading, rassurez-vous, on va rapidement revenir à un fonctionnement habituel. Et je l'espère donc le plus tôt possible. Alors, on peut étudier quelques graphiques intraday. En tout cas, je vais les utiliser moi pour répondre à vos questions. J'ai notamment ici sous les yeux, alors c'était le graphique du taux euro-dollar en données horaires. Je vais un peu voilà, écumer
histoire qu'on y revoit un peu clair. On retrouve donc l'oblique de résistance en dessous duquel le marché a échoué. Bon, en données horaires, ce qui a été globalement sans appel, c'est lorsque vous êtes en chandelier horaire, la structure en avalement baissier qui s'est construite entre 13h et entre donc 13h et 14h vendredi dernier. Avalement baissier, jambe de baisse, on est maintenant dans un range rectangulaire, ici, à court terme, entre 1,0960 et 1,10. L'idée c'est que le marché reste dans ce range, et s'il en sortait par le bas, eh bien renverrait le taux de change euro-dollar cette semaine en direction donc des 1,0920, 1,0890, 1,0870, voire 1,0820 $. Mais sur le court terme immédiat maintenant, nous sommes dans un rectangle d'une quarantaine de pips. Ça c'est le cadre technique de la matinée et qui devrait rester stable cet après-midi jusqu'à la publication de l'indice PMI dans le secteur manufacturier aux États-Unis, donc au titre du mois de juillet. Ce qui est intéressant sur ce rectangle chartiste intraday du taux euro-dollar, c'est qu'on le retrouve sur l'indicateur technique RSI en données horaires. Et remarquez que l'oscillation du RSI horaire se fait autour des 50. Cette zone qui met en équilibre sur 14 heures, 14 fois 1 heure, les variations haussières et les variations baissières. Donc une phase de pause où potentiellement la dynamique principale pourrait derrière reprendre. Et pour le moment, le marché évolue dans son rectangle. J'ai un chandelier horaire clôturé entre 10h et 11h avec une mèche basse dans la partie basse du rectangle. À court terme, j'ai le sentiment que ce marché veut revenir chercher la partie haute du rectangle. Donc il s'établit aux alentours des 1,10 $. Alors, voilà moi pour le tour d'horizon des graphiques daily. Si vous avez des questions maintenant, je vais y répondre mais en utilisant les bougies intraday donc de la plateforme MarketScope. Alors, un point sur le taux euro-yen. Alors c'est parti. Un point sur le taux euro-yen. Alors ce qui est compliqué avec le taux euro-yen, c'est que c'est qu'il s'agit de la confrontation des fameuses deux monnaies dites de carry trade, tout simplement. Celle qu'on short pour acheter celle qui rémunère. C'est juste une histoire de cycle monétaire. Lorsque vous étudiez d'ailleurs l'euro-yen en données journalières, eh bien c'est un range. Est-ce surprenant que l'euro-yen évolue dans un range? Eh bien non. Le range en analyse technique est une représentation visuelle d'un équilibre des forces. Étant donné que ces monnaies subissent ou sont influencées par des éléments qui sont très proches, et qu'elles ont globalement sur le marché d'échange, elles tendent à avoir un rôle de plus en plus proche, et bien au final l'euro-yen c'est un range. Et le marché actuellement se situe au cœur de ce trading range ici, l'analyse graphique du taux euro-yen, une configuration qui a une forme plutôt triangulaire, pas réellement propre, et dans cette configuration, autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc il est vrai qu'avec, je dirais, l'alignement de la politique monétaire au sein de la zone euro sur celle qui est pratiquée au Japon, ce fameux thème de la divergence des politiques monétaires, avec maintenant des groupes qui sont bien identifiés. Dans le premier, on pourrait mettre la BCE et la BOJ, et dans le second, la BOE et la Fed. Et puis peut-être qu'on pourrait mettre dans le même panier la BPOC, la RBA, la RBNZ, voire la BOC. En tout cas, c'est à peu près comme ça que les choses se passent. Donc l'euro-yen, forcément, deux monnaies qui sont dans la même catégorie, c'est un range. Alors, lorsque je mets face à face deux devises de financement, j'obtiens un range. Et bien sans surprise, lorsque je mets face à face deux monnaies fortes, j'obtiens un range. Et c'est donc le GBP USD. Qui depuis la mi-juillet évolue donc entre 1,5550 et 1,5675. C'est globalement comme ça que les choses s'articulent sur le marché d'échange. Alors, moi je vais revenir non pas sur les cours de l'argent mais sur ceux de l'once d'or.
toutes les semaines où des statistiques relatives à l'évolution du marché du travail aux États-Unis sont publiées, c'est important pour l'once d'or. On a même coutume de dire sur les marchés financiers que la journée la plus importante pour l'once d'or, c'est pas la session de FOMC, ce n'est pas le PIB US, c'est le rapport NFP. Parce que parmi tous les grands indicateurs de conjoncture économique, les données du marché du travail aux États-Unis sont globalement celles qui ont le plus de poids dans la façon dont le marché se projette par rapport aux perspectives monétaires aux États-Unis. Concrètement, à l'évolution des taux d'intérêt. Alors, moi j'ai cette approche-là sur l'once d'or. Une figure neutre au sein duquel le marché évolue, continue de dériver à plat. On a eu un rejet ici sous la ligne de tendance, une mèche haute. On en reste pour l'instant sous l'influence. C'est parfaitement neutre. La dérive latérale, elle peut se poursuivre jusqu'à ce qu'une oblique de résistance vienne appuyer sur les cours. En tout cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à l'aide des graphiques journaliers, on a toujours bien une corrélation négative marquée avec le dollar américain. Et concrètement, cette donnée n'a absolument pas changé. J'ajusterai peut-être davantage la configuration triangulaire en utilisant ici ces mèches. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Alors, on a, il est vrai, et c'est provisoire, un nouveau fonctionnement en live en salle de trading, donc, mais le fonctionnement normal reviendra bientôt. Je vous rappelle que de toute façon, toutes nos émissions sont enregistrées et visualisables en replay environ 1 heure après chacune d'entre elles sur la chaîne YouTube d'LIFX France. Voilà, merci à tous de votre attention. Prochain point de marché à 13 h. Quant à moi, je vous retrouve à 15 h 15 pour le suivi des statistiques américaines. Merci et à tout à l'heure.